Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Triangle Socle du Congo, Trisoko. Nous revenons aujourd'hui pour répondre à plusieurs questions que vous avez posées à Monsieur Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Et bonsoir. On revient, on aimerait bien comprendre beaucoup de choses autour de comprendre la grandeur des dieux à travers l'espace. Mais j'ai déjà une petite question qui semble être aussi banale, mais écoutez, il faudra bien que l'on soit clair sur toute la ligne. Un téléspectateur voudrait savoir où se situe en réalité le ciel. La question est simple, est-ce que le ciel existe? Parce que nous avons une terre, est-ce qu'il y a un ciel? Oui, le ciel, c'est la compréhension commune. C'est-à-dire, à l'époque où l'on considérait que ce que nous voyons au-dessus de nous, c'était le ciel, et là où est le siège de Dieu, par opposition à la terre. Donc, c'est une compréhension tout simplement, qu'on dirait, bon, d'une façon populiste. C'est une compréhension populiste, mais scientifiquement, on ne peut pas parler du ciel et de la terre. Si on entend par ciel l'univers, le reste de l'univers, moins la terre, là c'est autre chose. C'est-à-dire le reste, ce que nous voyons dessus, c'est aussi... Parce que quand on regarde, on lève les yeux au ciel, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Or, si là où nous sommes, on trouve aussi le sol pour voir ce qui est en dessous de nous, on verra aussi le ciel. Donc on peut comprendre que le ciel, c'est une réalité spirituelle, mais pas physique, palpable. Non, c'est une réalité même pas spirituelle. C'est une réalité commune pour la compréhension de tout le monde. C'est ce que j'appelle populiste. C'est une acceptation populiste des choses. Mais en réalité, le ciel n'existe pas? Non, le ciel, c'est ce que l'homme appelle le ciel, c'est ce que nous voyons au-dessus de nous. Au-dessus de nous. Or, en dessous de nous, il y a aussi les mêmes choses que nous voyons au-dessus, on les voit aussi au-dessous. C'est tel que nous sommes assis, en dessous de nous. C'est-à-dire, quand on parcourt, on perce la planète Terre, la boule, planète Terre, et atteindre l'autre côté, là aussi, en regardant, on verra le ciel. C'est-à-dire, on verra encore des choses qui seront au-dessus de nous. C'est-à-dire, tel qu'on voit au ciel, c'est de la même façon, si on était projeté en dessous de nous, on verrait presque le même spectacle. Projeté en dessous de nous et on ressortait de l'autre côté de la planète Terre, on verrait la même chose. Alors, on lèverait aussi les yeux pour regarder ce qu'il y a. Donc, le ciel, même quand c'est mentionné dans la Bible, ce n'est pas semblable à un espace où on vivrait, où on aurait une certaine représentation des matières, par exemple. C'est une acceptation tout simplement profane, commune de tout le monde. Voilà. On ne peut même pas épiloguer là-dessus parce que, comme vous l'avez dit, c'est simple, mais c'est parfois les choses simples sont plus difficiles à expliquer. Voilà, une autre question qui semble aussi simple, mais je ne sais pas si elle sera difficile à expliquer. Quelle est la différence, ça c'est la question d'un téléspectateur, quelle est la différence entre la planète Terre et le globe? Mais là, quand on parle de globe, c'est un synonyme tout simplement quand on parle de globe terrestre. C'est la planète Terre. C'est ça. C'est une autre façon d'appeler la planète Terre. Parce que ça forme le globe, c'est quelque chose de circulaire, de rond. De la planète Terre aussi a la même forme. Donc il n'y a pas une différence entre planètes. C'est comme un globe terrestre. On peut aussi dire globe lunaire, globe martial. C'est-à-dire cette boule-là que nous voyons qu'on appelle Mars, c'est sous forme de globe aussi. Donc la planète Terre a la forme d'une boule, c'est ça? C'est une boule, oui. C'est comme un ballon. Oui, c'est tout. Ce n'est pas une forme comme une bouteille. Parce qu'il y a aussi des astéroïdes qui sont multiformes, qui ont des formes par ronde. Il y a des astres, des astéroïdes, comme des comètes, qui n'ont pas nécessairement une forme de ballon. Ça a des formes, c'est multiforme, quoi.
Donc, mais la planète Terre est circulaire. Comme toutes les autres planètes du système solaire, la Lune aussi a la forme d'un ballon. Alors, une autre question, c'est par rapport aux eaux. On nous a appris à l'école que les eaux sont formées du ciel à partir de nuages et toute cette physique que nous avons appris au niveau de l'école, mais d'où viennent les autres eaux que nous voyons qui remplissent les océans, les mers? C'est ça une autre question. Non, partout il n'y a pas des eaux. L'eau est appelée chimique, disons, selon la formule chimique de H2O, donc hydrogène, 2 molécules d'hydrogène plus une molécule d'oxygène, c'est ça l'eau. Maintenant, l'eau peut se présenter sous plusieurs formes. La forme gazeuse, la forme liquide, comme la forme solide. Comment vous expliquez ça? Mais oui, mais c'est la condensation. Quand nous avons un élément, l'eau par exemple, quand on bout l'eau à plus de 100 degrés, ça commence à évaporer. Mais c'est de l'eau qui évapore, ce n'est plus l'eau liquide, mais ça devient du gaz, sous une certaine température. La même eau, sous une autre température, quand vous mettez l'eau à 30 degrés ou 25 degrés ou même à 80 degrés, c'est sous forme liquide. Ce que nous voyons, l'eau que nous buvons, l'eau avec laquelle nous nous lavons, c'est sous forme liquide. Mais quand l'eau aussi atteint un certain niveau, à partir de 0 et moins 1 jusqu'au-delà, là ça devient l'eau sous forme de glace, ça devient solide. C'est toujours de l'eau. Ça dépend de la température pour avoir une eau solide, forme solide, une eau sous forme liquide et l'eau sous forme gazeuse. Oui, mais la Maintenant, question... en ce qui nous concerne, la planète Terre, la planète Terre est la planète qui est à un endroit du système par rapport au Soleil, pas par rapport à autre chose. Par rapport au Soleil, la planète Terre est située dans la zone, ce qu'on appelle en astrophysique, la zone habitable. C'est-à-dire c'est la zone où la température est bonne, où il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Et comme il ne fait pas trop chaud et trop froid, comme nous sur la Terre, il y a des zones où il fait excessivement froid. En Antarctique, par exemple, vous ne verrez pas des gens y habiter torse nu. Mais il y a des zones où l'eau est simple, il y a une température ambiante normale, même si elle atteint parfois 45 degrés, 50 degrés, mais au moins elle est située dans un niveau où l'homme peut supporter d'y vivre. Oui, donc c'est là où l'eau est liquide. Or, comme l'homme a besoin de l'eau pour sa survie, c'est ainsi que la possibilité que l'homme y habite a été rendue nécessaire et possible. Mais par contre, là où il n'y a pas de l'eau liquide, sur la planète Mars, sur la Lune, on a découvert de l'eau aussi, mais sous forme de glace. Pas en grande quantité, mais il y en a quand même. Et on soupçonne aussi sur la planète Mars, il y a aussi cette possibilité d'une eau qui existe là-bas, mais sous forme de glace. Or, l'homme ne peut pas vivre dans une telle zone où il n'y a que la glace, même si c'est l'eau, mais qu'est-ce qu'il va boire? Il devrait d'abord réchauffer pour avoir une eau liquide et boire. Donc, la gymnastique pourrait être trop forte pour que la vie ne s'y développe pas normalement. Mais l'eau liquide, c'est grâce à la température tout simplement de l'eau sous forme de sous gaz, forme liquide, sous forme liquide comme sous forme de solide aussi. Et voilà, mais la question principale est de savoir la source des eaux, par exemple, qui remplissent les mers. Non, mais la source, c'est comme par exemple nos fleuves. L'eau vient du sous-sol. Et l'eau qui vient du sous-sol coule à travers les rivières, les fleuves et va se déverser dans les océans. Mais est-ce que c'est l'eau des rivières ou des fleuves qui ont rempli les océans? La réponse est non. Parce que dans le processus de la formation de la planète Terre, c'est là où il y a eu beaucoup d'éléments qui se sont
disons, infiltrés dans la Terre ou qui sont arrivés sur la planète Terre. Beaucoup d'éléments. C'est dans ce processus-là qu'on a vu l'existence de beaucoup d'océans. Et surtout, on nous apprend dans l'histoire que tout n'était pas haut au départ. Donc, il y avait la période de glaciation, donc il y avait beaucoup plus de glace que maintenant. Donc, on ne peut pas dire que ça vient du sous-sol parce que les pluies, c'est tout un processus tout simplement. Les eaux des océans s'évaporent, les eaux des fleuves aussi s'évaporent, mais l'eau des rivières, quand vous jetez dans la rue de l'eau, ça s'évapore. Mais ça va où? Ça va constituer les nuages, et puis les nuages, c'est un processus, ça va donner aussi la pluie, mais la pluie, on ne peut pas dire que ça vient de la source. L'eau de la pluie n'est pas une eau de source. C'est un processus naturel. Mais c'est pendant le processus de création de la Terre que cela se fait voir. Alors l'eau fait-elle partie aussi de la planète Terre? Mais bien sûr, tout ce qui est sous la planète Terre appartient à la planète Terre. Même s'il y a des choses, même si les choses qui viennent d'ailleurs, qui arrivent sur la planète Terre, dès que ça arrive sur la planète Terre, ça devient une propriété de la planète Terre. Parce que beaucoup de météorites viennent de l'espace. Chaque jour, il tombe sur la Terre des poussières météoriques importantes, beaucoup. Et puis, sous forme il y a aussi des pierres qui tombent sur la planète Terre, qui viennent de l'espace. Mais quand ça arrive ici, ça devient une propriété de la Terre. Voilà. Une autre question. Qu'est-ce qui fait que, ça c'est la question d'un autre téléspectateur qui veut savoir, qu'est-ce qui fait que nous sommes sur une même terre, mais avec des climats différents, avec des reliefs différents. Nous avons des zones où il y a plus de désert et d'autres où il y a la verdure. Qu'est-ce qui fait la différence dans les différents espaces, si je peux me répéter, de la planète Terre? On ne vivrait pas de la même façon. Il y a des milieux désertiques, des milieux aussi où vous trouvez de la savane. Oui, c'est là, quand on dit que la Terre, l'univers est dynamique, l'univers change, l'univers évolue. C'est dans ce processus de l'évolution qu'il faut mettre ça. Même pour que la planète Terre se forme, c'est la conséquence d'une évolution. Le Soleil s'est formé et dans sa formation a entraîné la formation des planètes. De sorte que la forme même de la planète, parce que quand vous tournez la face du côté Soleil, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas avoir la même température que celui qui est dans le noir, qui ne tourne pas la face vers le Soleil. Mais dans tous ces processus, et puis tous les événements que subit la Terre, ce sont tous ces éléments qui font qu'il y ait des différences. Qu'ici, il fait très chaud, la forme de la Terre d'abord. La différence même au niveau de la production de certaines espèces. La reproduction de certaines espèces même. La forme de la Terre d'abord, la forme circulaire, c'est déjà une source de différence. Parce que le Soleil ne frappe pas la Terre de la même façon. Et la Terre n'est pas ronde et puis droite. Elle est un peu inclinée. De sorte que dans cette inclinaison, il y a les rayons solaires qui frappent la Terre différemment par rapport à toutes les zones. C'est ainsi que l'équateur qui subit les rayons solaires d'une façon vraiment droite, à l'équateur, il fait plus chaud que dans les zones où les rayons solaires frappent différemment. C'est déjà une source de différence. Et il y a des endroits où, pendant 6 mois, il fait jour, et pendant 6 mois, il fera nuit. Tout dépend du mouvement de la Terre. Donc, tous ces mouvements créent la différence entre les reliefs, et toutes ces différenciations font partie du dynamisme du monde, parce que tout ne peut pas être statique ou unique. Sinon, on ne vivrait pas sur sinon, la raison même de la création ne serait même pas. Imaginez-vous que sur la planète Terre, que partout il fasse jour, que partout il fasse froid, même température partout à travers la Terre. La Terre ne serait pas dynamique. C'est-à-dire qu'il ne serait pas bon vivre. Et il y aurait une certaine monotonie
Et imaginez-vous qu'il y ait aussi une identité des hommes, que vous et moi, nous ayons le même visage, que les femmes n'existent pas, les hommes n'existent pas. Donc, vous voyez, il y aurait une certaine monotonie qui rendrait la vie inutile. Oui, mais le fait aussi que le maïs ne pousse pas partout à travers la planète Terre, les pommes ne poussent pas partout à travers la planète Terre, cette différence-là est due à quoi? Est-ce que la fertilité n'a pas la même densité partout à travers les terres que nous avons dans les différentes Non, zones? ce genre de différenciation provient tout simplement de la température. Parce que quand la température est forte ici, soit que toutes les pluies, les nuages plutôt, disparaissent, et par conséquent, dans cette zone, il n'y aura pas de pluie. Et quand il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de plantes. Donc, ce sont ces différenciations tout simplement. Et ça aussi, ça fait partie justement du mystère de Dieu. On ne peut pas tout expliquer, sinon Dieu n'aurait plus de valeur. Là où notre intelligence s'arrête, pourquoi vous avez fait ça? Le Sahara était verdoyant. Au Sahara, il y avait le désert du Sahara actuel. Vous et moi, nous avons vécu à l'époque où nous sommes en train de vivre à l'époque où le désert, où le Sahara était un désert. Mais il y a des gens qui avaient vécu des milliers d'années, qui avaient vécu, le Sahara n'était pas désert. Mais par la force de Dieu, ou grâce à la force de Dieu, il a fait abattre un élément qui est venu de l'extérieur de notre planète, qui est venu s'abattre sur la Terre et a provoqué le désert du Sahara. Comme la disparition des dinosaures, ce n'est pas une guerre entre les dinosaures qui s'est éclatée pour vivre la fin des dinosaures, mais c'est un élément qui est venu de l'extérieur de notre planète, qui est venu s'abattre sur la planète et qui a provoqué la mort des dinosaures. Donc tout ça, ça fait partie du mystère même du monde et de la grandeur de Dieu. Parce que c'est lui qui autorise tout ça. Voilà. Une autre question, c'est un téléspectateur qui vous a entendu aussi parler du changement climatique. Il voudrait comprendre, selon vous, quelles sont les vraies raisons du changement climatique. Il voudrait que vous soyez beaucoup plus précis. Non, c'est-à-dire, vous voyez ce que les gens disent sur le changement climatique, parce que les hommes de science ont prouvé ça aussi. Nous, ici, pendant que nous sommes en train de manger notre foufou, de nous quereller inutilement, il y a des gens qui réfléchissent. Et dans leur réflexion, ils ont constaté que l'action de l'homme engendre des conséquences. Quelles sont ces conséquences? On émet beaucoup d'azote, beaucoup de substances qui font diminuer la couche d'ozone. Et en faisant diminuer la couche d'ozone, il y a même un trou qui se crée qui permet aux rayons solaires de pénétrer sur la planète, sur la Terre alors. C'est comme les scientifiques disaient il n'y a pas longtemps que pendant le confinement, la Terre a essayé de respirer parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'émissions, justement. C'est-à-dire que ces substances-là n'étaient pas émises en grande... Comme les hommes étaient confinés, justement, ça a permis à la Terre un peu de respirer. Justement, ça c'est une première explication scientifique. Non, il n'est pas la seule. Pour moi, okay. pas le changement climatique, je ne considère pas que ce soit la seule. C'est une possibilité parce que c'est prouvé et que les rayons solaires indésirables pénètrent sur la planète Terre et créent les réchauffements climatiques. Parce que ça engendre la chaleur. Donc ça c'est une explication justifiée sur le plan scientifique et que je ne dirais pas que c'est une fausse explication. C'est ainsi que l'homme se bat pour réduire l'émission de ce genre d'éléments qui dérangent cette couche d'ozone. Ça, c'est une explication. Mais là où je me dis que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la seule explication que l'homme peut dire, c'est comme si la Terre, avant la création de l'homme, ou jusqu'au moment où l'homme est apparu sur Terre, ou parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'émission de telles substances. Donc, à l'époque de Jésus, ou même vers le Xe siècle, le monde était encore propre, donc l'air était encore propre. Aujourd'hui, on parle de 7 milliards d'habitants sur la Terre. Justement, donc, à l'époque, le monde était encore propre. Maintenant, est-ce que
depuis le début du monde, jusque quand le monde était propre, le monde était le même. Il n'y a pas eu de changement climatique. Or, l'histoire qu'eux-mêmes développent nous dit qu'il y a eu beaucoup de changements climatiques. Et la forme même du monde. Maintenant, nous avons 5 continents. Mais avant, il n'y avait pas 5 continents. Les continents se sont séparés avec les mouvements tout simplement tectoniques, ainsi de suite. Donc, le monde évolue. Maintenant, dans cette évolution du monde, est-ce que c'est l'homme qui est toujours à la base de ça? Mais l'homme subit. Il y a des choses que l'homme subit. L'homme subit quoi? La rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même. Quel est le fait de l'homme là-bas? L'homme fait quoi? Bon, la révolution de la Terre autour du Soleil. L'homme fait quoi? Et cette rotation-là, vous voulez associer à cette rotation-là quoi encore? L'amortissement? Mais justement, c'est-à-dire ces mouvements... Le vieillissement? Non, ces mouvements, que ce soit les mouvements de la Terre autour d'elle-même ou autour du Soleil, ce sont des mouvements. Et le Soleil aussi lui-même est en mouvement. Le Soleil n'est pas statique, il bouge à tout moment. Mais dans quel sens le Soleil bouge? Est-ce que c'est nous qui donnons l'ordre au Soleil bouger de gauche à droite ou de droite à gauche? Non. Bon, maintenant, le Soleil bouge. Notre galaxie, la Voie lactée, bouge aussi. Et ce ne sont pas des mouvements de 5 km à l'heure, c'est-à-dire tout lentement, non. Ce sont des mouvements violents, la Terre tourne très vite. Autour d'elle-même, autour du Soleil, le Soleil dans la galaxie tourne aussi, la galaxie elle-même fait aussi une rotation. Et la galaxie par rapport aux autres galaxies bouge aussi. Maintenant, tous ces mouvements que subit notre galaxie, le mouvement que subit notre système solaire et les différents mouvements que notre Terre aussi subit, ça donne quoi? Et ça ne peut pas provoquer quelque chose, un petit dérèglement, si minime soit-il, et au cours des années, qu'on arrive à dire que ça peut aussi provoquer un changement climatique. Parce que l'histoire nous apprend qu'il faisait plus froid avant que maintenant. Mais pourquoi il faisait plus froid avant et maintenant il fait moins froid? Qui était à la base de ça? Ce n'était pas l'homme. Donc c'est quand j'arrive à ce niveau, je me dis, oui, l'homme pose des actes qui occasionnent ces réchauffements, mais aussi il y a des actions qui dépassent l'homme et qui interviennent aussi dans les changements climatiques. Et ça, je crois que quand les hommes de science vont explorer cette voie-là, ils finiront par dire que oui, confirmer d'ailleurs, que oui, certains changements climatiques que nous subissons, ça ne vient pas de nous, ça vient d'ailleurs. Vous parlez de l'homme qui doit explorer une voie déjà qui dépasse son entendement, c'est qu'il faudra attendre plusieurs années. Il n'y a pas à attendre. Peut-être une révélation pour comprendre ça. Mais ce que nous connaissons sur l'univers, on n'a pas attendu. Il a suffi tout simplement que l'homme ait développé l'intelligence pour atteindre ce niveau de connaissance pour comprendre ça. Alors, à l'époque de Jésus, est-ce qu'il savait ce que signifiait l'astrophysique? Non. Une autre question d'un téléspectateur qui disait « Les humains sur la Terre, le nombre est en train de croître, mais il y a la disparition de certaines espèces. On parle des animaux, on parle des insectes même, qui disparaissent, qui diminuent davantage, ce qui fait que beaucoup d'entre ces espèces font partie du patrimoine mondial. On interdit par exemple aujourd'hui de manger la viande de singe. Le braconnage est interdit dans le monde aujourd'hui. Alors, il voudrait comprendre, est-ce que la disparition de ces espèces, c'est aussi un signe qui annonce que la Terre est en voie de disparition? Non, ce n'est pas un signe qui annonce, mais c'est dans le processus même de l'évolution de l'univers. Il y a des choses qui naissent et des choses qui disparaissent. Mais au contraire, l'homme ne disparaît pas. L'homme est en train, en fait, les hommes sont en train d'augmenter de plus en plus sur la Terre. Mais pendant combien de millénaires encore? L'homme, est-ce que quand, prenons même vers les années
1800, il y avait combien de personnes sur la planète Terre? Et vers les années 2000, vers l'an 0, il y avait combien de personnes sur la Terre? L'homme, effectivement, la population humaine augmente. Ça, c'est vrai. Comme aussi, quand vous allez dans les océans, vous rencontrerez beaucoup d'espèces de poissons qui augmentent. Surtout les poissons qui ne constituent pas une nourriture pour l'homme. Les baleines, par exemple, on vous dit, c'est une espèce qui est en train de disparaître. Oui, c'est-à-dire beaucoup d'espèces ont disparu depuis longtemps. Il y a une sorte de poule d'ailleurs qui existait en France à l'époque de Louis XIV. Mais ça n'existe plus maintenant. Et quand vous allez au musée de Quai Branly, il y en a. Donc, c'est pour vous dire que beaucoup de choses ont disparu. Beaucoup d'animaux. Les dinosaures ont disparu, les mammouths ont disparu. Est-ce qu'on en voit encore sur la planète Terre? Oui, les dinosaures, les mammouths, c'est des choses que nous n'avons pas connues, mais on parle au moins des espèces. Les squelettes sont là, oui, donc ça existait. Ce sont des squelettes, mais nous parlons oui, des espèces que nous connaissons. Maintenant, les bonobos, par exemple. Nous existons depuis combien d'années? L'homme existe depuis combien d'années? Par rapport à l'existence de la planète Terre. L'homme n'existe pas depuis plusieurs millions d'années. Et par rapport aux animaux, l'homme tel que nous sommes maintenant, nous existons, il n'y a pas plus de plusieurs millions d'années. C'est-à-dire les lions, les éléphants ont existé avant l'homme. Beaucoup d'êtres ont existé avant l'homme. Comme aussi il y a des êtres qui ont subi des mutations, qui existent maintenant, qui n'avaient pas existé à l'époque de je ne sais pas de quelle la préhistoire ou quoi que ce soit. C'est-à-dire tout n'a pas été créé ou tout n'a pas existé ou n'existe au même moment. Donc il y a eu des périodes où telle espèce a existé, ça disparaît, telle autre, il y a eu adaptation peut-être de telle à telle. C'est comme ça la vie de l'univers, alors au niveau universel. De sorte que même du côté planète, il y a des planètes qui existent, qui demain ne vont plus exister. On soupçonne que la planète Mars, par exemple, était une planète qui avait qui pourrait avoir eu une certaine vie. Mais tout ça, ça a disparu. Ça ne doit pas nous étonner. Et nous aussi, hommes, nous finirons par disparaître sur la planète Terre. Mettons ça en tête. Donc, si notre disparition va entraîner que nous allions nous habiter sur une autre planète, tant mieux. Mais la vie de l'homme sur la planète Terre va disparaître. Comme les lions sur la planète Terre, tout ce qui bouge sur la planète Terre a une fin. Ça, on ne doit pas douter de ça. Où irons-nous habiter? Ça dépend de ceux qui seront en vie à l'époque. S'ils auront la capacité d'aller habiter sur d'autres planètes, tant mieux. Mais sinon, ils vont disparaître avec la planète Terre. Alors, nous revenons sur le sujet, comprendre l'étendue de la grandeur des dieux. L'espace, c'est un sujet qui vous préoccupe autant, mais au Congo, nous avons encore du mal à investir pour comprendre peut-être ces notions que nos contemporains qui vivent sous d'autres cieux ont la facilité de connaître. Mais vous avez pris l'initiative d'installer une sorte d'observatoire pour aider les Congolais à voir au moins les étoiles, à vous contempler certaines planètes qui existent, je ne sais pas au-dessus ou bien en dessous de nous, mais dites-nous quelle pourrait être la contribution du gouvernement à de telles initiatives. En tout cas, là, je ne peux rien dire. Parce que quand nous parlons, ils nous écoutent. Nous avons les livres de géographie où on nous apprend les planètes, les galaxies. Mais dans les mêmes livres de géographie, on se limite à ça. On ne nous dit pas les galaxies, comment on les a connues, comment on les a vues. On ne nous explique rien. Donc nous avons déjà un programme tronqué. De la primaire à l'école secondaire, même ceux qui sont, même à l'université. Un programme tronqué. Combien d'étudiants peuvent venir dire que oui, nous avons étudié l'astrophysique à l'université et que on a déjà vu quelques étoiles à travers le ciel. Combien dans ce pays?
S'ils existent, donc ils ont étudié ça ailleurs. Alors tout ça, ça prouve que notre programme académique, scolaire, sont des programmes dans ces domaines totalement tronqués. Même pas limités. Okay. C'est comme si les gens, ceux qui conçoivent ces programmes-là se disent, bon, sont des matières qui n'existent pas. Alors maintenant, chaque chose a son temps. Maintenant que nous en parlons. Mais ceux de l'enseignement, que ce soit primaire ou universitaire, ils devaient déjà bouger. Qu'effectivement, nous n'avons pas de programmes qui peuvent apprendre aux élèves qu'il existe un télescope. Parce que quand vous dites à un élève qu'il existe un télescope, c'est que vous pouvez avoir la possibilité, dans le cadre didactique, de lui présenter quelque chose. Mais quand on apprend, par exemple, aux enfants de français, non, il existe des vampires. J'ai un ami qui était, son enfant était à l'école, c'était encore l'école primaire en France là-bas, ils ont parlé des vampires. Les enfants étaient un peu terrorisés d'entendre les vampires. Mais un jour, le papa arrive ici, il a acheté des vampires que les gens mangent. Nous en avons ici. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des grosses, entre guillemets, des grosses chauves-souris. Ok. Ça existe. Mais on les vend à gauche, droite. Ah, ok. Maintenant, l'ami a acheté, par curiosité, lui aussi avait déjà mangé ça auparavant, avant qu'il n'aille, a acheté quelques vampires bien conditionnés qu'il a amenés en Europe. Mais quand son enfant a vu ça, il en a parlé à la maîtresse. La maîtresse a exigé qu'on lui apporte ça. Donc, quand le papa mangeait, parce que c'est mangeable, l'enfant était à côté pour voir que le papa ne puisse pas déranger un os. Il pouvait prendre la chair comme il veut, mais il devait, le squelette là devait être intact. Et quand l'enfant venait à l'école, mais c'était une grande joie pour l'école. Parce qu'au moins, sur le plan didactique, il y a la preuve que ça existe, voilà la forme. Vous voyez ça dans des livres, mais voilà maintenant quelque chose en live. Mais nous, quand nous parlons des galaxies, on pouvait nous dire, mais comment voir une étoile? Ah non, on peut voir ça à travers le télescope. On ne nous dit même pas ça. J'ai terminé l'école primaire, secondaire et universitaire ici au Congo. Je n'ai jamais entendu un professeur me dire qu'on peut voir les étoiles à travers les télescopes. Sinon, on allait poser la question, comment se présente ce télescope? Où est-ce qu'on peut en trouver? Et là, ils allaient être obligés de venir avec même si on pouvait avoir à travers les pays 5 ou 6, mais on pourrait être capable de dire, si vous allez à l'université de Kinshasa, vous pouvez voir ça. Ou si vous allez peut-être à l'université de Kisangani, vous pouvez voir ça. Mais zéro. Zéro. Et les gens n'ont pas... C'est ce qui dérange. Non, mais c'est par rapport aussi à l'intérêt. Aujourd'hui, on peut dire acheter des télescopes qui coûtent d'ailleurs un peu plus cher. Non. Un télescope, les télescopes, ça dépend des types de télescopes. Parce que les télescopes, des grands télescopes, là, il faut avoir effectivement des moyens. Les télescopes ne coûtent pas $100 quand même. Mais ça ne coûte pas non plus. Tout ne coûte pas plus de $10 000. Avec les télescopes, même de 2000 €, vous pouvez avoir... Je voulais terminer ma question, c'est par rapport aussi à l'intérêt. Aujourd'hui, nous avons des télescopes, on va voir les étoiles, voir les planètes. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans la mentalité et surtout dans notre mode de vie si nous aimerions vraiment que ça nous sert à quelque chose? Mais oui, sinon, pourquoi nous prions? Qu'on cesse aussi de prier. Si nous n'avons pas un intérêt à voir les étoiles et tout ça, cessons de prier. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On nous parle de Dieu et à partir de là, nous croyons. Et pour modeler justement notre comportement, nous suivons ces enseignements. On se limite à ça. Mais par contre, nous sommes dans une démarche, vous voyez, on n'a pas introduit cette notion pour rien. Nous sommes dans une démarche. Nous avons démontré à maintes reprises que notre sous-développement, la cause la plus importante, on l'a démontré ici, c'est la faiblesse du système fiscal, qui ne donne pas beaucoup d'argent à l'État, raison pour laquelle nous sommes pauvres, parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens. Mais pourquoi l'État n'a pas suffisamment de moyens? Quand on répond à cette question, on se rend compte que la mentalité elle-même est biaisée. Donc, on doit travailler la mentalité de tout le monde, du petit au grand,
toute la population doit être travaillée pour qu'on conditionne cette population au développement, à la logique du développement. Maintenant, pour conditionner cette population, changer de mentalité, il y a tout un service changement de mentalité, changer de mentalité, comment il faut le faire? C'est ainsi que nous disons, on nous parle de Dieu à tout moment, oui, mais pour qu'on comprenne, parce que Dieu qu'on ne voit pas, on peut ne pas avoir peur de lui. Mais maintenant, pour avoir peur de lui, voyons ses œuvres. Quand vous voyez les œuvres de Dieu, et les œuvres de Dieu, l'autre corps en soi constitue déjà quelque chose de probant pour dire que Dieu est grand. Mais comme c'est notre corps, on ne s'en rend pas compte facilement. Mais voyons un peu ce qui est au-delà, dans l'infiniment grand. C'est ainsi que nous sommes tombés dans l'infiniment grand pour observer les astres. Et quand vous observez les astres, vous comprendrez maintenant ce qu'il y a au-delà de nos têtes. Les étoiles, c'est quoi? Les galaxies, c'est quoi? Est-ce qu'il y en a combien? Donc, c'est quand maintenant vous pénétrez dans tout ça. Et ça peut modeler notre comportement, vous notre vous rendrez attitude. compte de la grandeur, d'abord de l'immensité de l'univers. Et quand on vous dit que non, cet univers n'est pas désordonné, c'est un univers ordonné. Donc, par conséquent, il y a eu une intelligence qui a fait que l'univers soit ordonné. Et cette intelligence, par faiblesse intellectuelle ou par je ne sais pas quoi, nous disons que c'est Dieu. Alors maintenant, quand on se dit, mais c'est Dieu-là qui a créé cet univers, un univers bien ordonné. Mais nous devons le craindre. Donc la crainte de Dieu doit être fondée sur sa grandeur. Si Dieu n'était pas grand, n'était pas fort, on le craindrait pourquoi? Mais pour que vous vous rendiez compte que c'est un Dieu grand et fort, il faut voir ses œuvres. C'est une façon d'aider la population à comprendre la grandeur de Dieu en voyant ses œuvres d'une façon réelle. Et à partir de là maintenant, quand vous rentrerez en vous-même, vous direz oui, je reconnais cette grandeur de Dieu et que Dieu dit. Que Dieu dit quoi? Oh, Dieu dit ça et ça. Donc, je vais me conformer à ce qu'il dit. Parce qu'il est tellement grand que je ne saurais pas les concurrencer d'une façon ou d'une autre. C'est une démarche justement pour croire en Dieu et pour le craindre davantage. Et quand vous le craignez, vous aurez maintenant de bons actes à poser au profit de vous-même et au profit de la communauté. Et c'est à cela que notre laps de temps de vivre sur Terre sera bénéfique pour tout le monde. Et je pense que ceux qui ont déjà vu les constellations ont modélé leur attitude et c'est des bons citoyens quand même. Mais nous pouvons dire ça comment? C'est-à-dire l'Europe, le développement actuel du monde, le fondement, c'est l'Europe, de l'Occident en général. Mais quelle est la philosophie qui a poussé l'Occident à se développer? C'est la philosophie chrétienne. De la démarche chrétienne a beaucoup aidé l'Occident. Vous savez que c'est ce qui ne manque pas au Congo, par exemple. J'arrive. La prière. Justement. Mais pour que leurs ancêtres soient arrivés à ce niveau de compréhension, à ce niveau de foi. Parce que les cathédrales d'Europe, quand vous les visitez, on ne pouvait pas construire des cathédrales s'ils n'avaient pas la foi en Dieu. Ce n'étaient pas des châteaux qu'on construisait pour le bien de Louis XIV. Il vit dans un château impressionnant, luxueux. Non, les cathédrales n'étaient pas construites pour servir des logements des uns des autres. Mais c'était pour respecter Dieu tout simplement. Donc la foi a beaucoup aidé. Et dans cette foi, ça modélait aussi la détermination Mais les générations occidentales, dans l'Occident aujourd'hui, les générations qui vivent dans l'Occident aujourd'hui, peut-être ils ont suivi les traces léguées par ceux qui ont vécu avant eux, mais ils ne sont pas eux-mêmes aujourd'hui très croyants. Oui, mais ils sont restés développés. Non, voilà. Mais nous sommes dans une... J'ai toujours répété que l'évolution du monde est dynamique. Il y a une loi naturelle de l'évolution. C'est-à-dire, dans un premier temps, il fallait que leurs ancêtres comprennent l'impérieuse nécessité de s'adapter, d'adapter leur vie à l'environnement. Et en l'adaptant, il faut faciliter l'accomplissement des actes.
C'est ça le développement. C'est-à-dire vous facilitez la vie. Les gens mangent difficilement, maintenant les gens doivent manger simplement. Les gens se déplacent difficilement, les gens doivent se déplacer facilement. Se soigner, ainsi de suite. C'est ça la vie. Ils ont facilité l'accomplissement de certains actes de l'homme. Facilité seulement. Maintenant, cette logique de vouloir faciliter a entraîné l'amélioration. Avant, on pouvait se déplacer par route, mais maintenant, on peut le faire par avion. Et puis, quel type d'avion? Donc, ça, ils ont déjà inoculé dans leurs enfants petits, arrière, tout ça, cette volonté de vouloir voir grand et puis améliorer les conditions de vie de la planète, de leurs conditions de vie. Maintenant, chez nous, malheureusement, vous voyez ce qui a poussé? C'est déjà la conclusion, oui. Justement, malheureusement, chez nous, c'est ce qui n'existe pas encore. Que la population puisse mettre en tête l'idée d'améliorer l'accomplissement de leur vie. On n'a pas encore cette philosophie-là. On croit que si nous avons faim, c'est ceux qui ont déjà suffisamment à manger qui doivent nous donner à manger. Si nous sommes malades, c'est ceux qui se soignent facilement qui doivent nous aider pour nous soigner. Voilà cette philosophie qui est erronée, qu'on n'a pas encore atteint. Disons, on n'a pas encore dépassé cette façon de voir mesquine. Raison pour laquelle nous disons, voyez grand, parce que quand vous vous élevez pour voir la grandeur de Dieu, c'est que vous élevez aussi votre âme, votre vision du monde s'élève. C'est quand vous élevez votre vision du monde que les autres aussi vont suivre. Bon, moi je mange, mais que doit manger mon prochain? Vous allez vous pencher à ce qu'il va manger et voir, non pas que je me vide de moi-même, mais fournir un effort pour que lui aussi mange. Et comment nous devons avoir de bons hôpitaux? Moi, je peux me faire soigner en allant chez les autres, mais comment faire que tout le monde se fasse bien soigner? Ça découle de la grandeur d'âme. Or, pour avoir ce degré de grandeur d'âme, il faut aussi soi-même voir loin et être haut sur le plan de l'âme. C'est ce qui va vous pousser à bien encadrer. C'est pas de la magie, tout ça? Non, mais c'est simple. Ok. Ça, c'est ça la philosophie générale qu'il faut avoir. Alors maintenant, quand les gens voient ça, ils veulent s'écarter de là pour soi-disant dire ça c'est comment les gens disent, ça sont des hommes de science occultes. Alors voilà. Que ce sont des principes normaux et faciles à comprendre. Voilà, merci beaucoup M. Bifoumanou. Je pense que vous aurez encore une tonne de questions prochainement. On essaiera de répondre avant d'échanger de thèmes. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux. Posez des questions. On sera prêt à vous répondre prochainement, la semaine prochaine, sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.